Donc voilà, l'objectif du jour, c'est la problématique des biofilms dans l'alimentaire. Voici les thématiques sur lesquelles nous allons travailler aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est vous donner une introduction et une définition sur ce que sont les biofilms, vous présenter des outils et des process de détection, ainsi que des solutions d'éradication. Et je terminerai cette présentation par deux cas industriels concrets, l'un dans l'industrie agroalimentaire, l'autre dans la restauration collective. Donc, le but est évidemment de vous sensibiliser à cette thématique, à la présence des biofilms qui peuvent avoir un impact important en termes de qualité et de sécurité. Tout d'abord, commençons par la définition, l'origine et les symptômes d'une contamination biofilm. Donc, qu'est-ce qu'un biofilm? Un biofilm, c'est une contamination qui peut être constante ou ponctuelle, en tout cas qui va être visible de façon ponctuelle. Elle est en fait constituée de deux choses. Vous avez des micro-organismes qui sont présents et qui sont protégés par une matrice que ces micro-organismes vont sécréter. On parle de EPS pour extracellular polymeric substance. Donc, c'est vraiment des polymères qui sont générés par ces bactéries et ces polymères sont extrêmement difficiles à être gérés par les solutions classiques de nettoyage, qu'elles soient acides, alcalines ou même des désinfectants, des oxydants. Ils n'arrivent pas à gérer complètement cette protection que créent les bactéries. Quelques chiffres clés sur les biofilms. Vous avez ici une animation, j'espère que vous arrivez à la voir. Elle montre qu'en quelques heures, le biofilm il est présent. Donc, si vous avez des germes capables de générer cette protection, ces germes vont se développer extrêmement rapidement. Ce n'est pas une histoire de 1 mois, 2 mois, 1 an, c'est une histoire de quelques heures. Donc, dans de bonnes conditions, vous voyez qu'après 18 heures, vous avez un biofilm majeur présent sur une surface dans des conditions de développement qui sont dépendants des germes. Certains germes vont très bien se développer à 4 degrés, d'autres vont se développer à 50 degrés. À partir du moment où ils retrouvent des conditions de développement, les germes vont produire du biofilm. On estime que 80% de la biomasse microbienne sur notre planète est organisée en biofilm. Donc ce n'est pas un cas isolé. Il faut savoir que les micro-organismes dans un biofilm sont 10 à 1000 fois plus résistants aux agents de désinfection. Pourquoi? Parce que les bactéries dans un biofilm sont stressées, donc en mode résistance, et d'autre part, le biofilm, donc la matrice organique, est une paroi qui va neutraliser les agents de désinfection. Donc on n'a pas accès aux bactéries qui sont dans ce biofilm. C'est pour cela que les modes ou les dosages classiques de désinfection ne sont pas efficaces contre une contamination biofilm. On estime que 60% des toxi-infections alimentaires sont causées par des biofilms ou ont un lien avec des contaminations biofilm. Il faut savoir également que des études montrent que quand un germe altérant ou pathogène est retrouvé dans l'environnement, il y a 70% de chances de le retrouver également dans le produit fini. Les sources de germes sont larges dans l'industrie agroalimentaire comme dans la restauration collective. Ça peut être le personnel, ça peut être les installations, ça peut être le process en lui-même, puisque certains éléments vont traverser une chaîne de différentes étapes dans un process de production. Ça peut être les équipements eux-mêmes qui peuvent avoir un design qui n'est pas parfait. On ne peut pas avoir un design parfait pour tous les équipements. Ça peut être également l'eau, l'air, donc les utilités, ou le matériel qui est utilisé dans le cadre du process. Donc tout ça, c'est des sources de contamination microbienne qui permettent aux germes d'entrer dans l'espace de production, qu'ils soient en agro ou en restauration collective. Quelques photos illustrant donc un développement biofilm. En haut à droite, c'est un échangeur à plaques. Vous avez une membrane d'osmose qui sert à la concentration, par exemple, dans le process du lait. Et vous avez en dessous une photo d'un biofilm au microscope électronique où on voit vraiment que c'est des bactéries qui sont dans une protection organique et c'est une image en 3 dimensions. Quel type de bactéries peut-on retrouver dans
dans un biofilm, bactéries ou micro-organismes. Voilà, la liste est longue et elle n'est pas exhaustive dans ce cas-ci, mais vous voyez que la listeria qui pose beaucoup de problèmes, les bacillus, les pseudomonas, le conostoc, tous ces germes qui sont connus dans le monde alimentaire sont créateurs de biofilms, génèrent du biofilm. Et vous avez également Candida albicans, qui n'est pas une bactérie, mais qui est une moisissure. Vous le retrouvez également comme générateur de biofilms. Donc, la liste des bactéries qui créent des biofilms est extrêmement large et beaucoup de germes ont la capacité de produire cette matrice organique qui va protéger, bien sûr, les bactéries qui produisent le biofilm, mais également d'autres micro-organismes qui peuvent être présents dans l'environnement et qui vont profiter de ce biofilm créé par des germes générateurs de biofilms pour vivre en communauté dans ce biotope, dans cette organisation complexe que devient un biofilm avec des phages, des virus, des moisissures, des levures et même d'autres micro-organismes. Donc la liste est large et sachez que beaucoup de germes sont capables de produire du biofilm. Le cycle de développement du biofilm commence toujours par un germe qui est défini comme germe planctonique, donc qui n'est pas lié à un biofilm, c'est un germe isolé qui peut être différents types de micro-organismes, comme expliqué précédemment. Et ce germe donc, arrive sur une surface et va avoir pour objectif de se fixer. Donc il y a vraiment une fixation mécanique du germe sur la surface qui va également lui donner la possibilité d'adhérer à la surface. Donc ça veut dire que si vous rincez une surface sur laquelle un germe est fixé, il ne partira pas. Ensuite, ce biofilm, cette bactérie va se multiplier et développer la protection, donc les fameux EPS, qui vont permettre à cette bactérie, à ce micro-organisme, d'être protégé des agressions mécaniques, chimiques, thermiques que la bactérie peut subir à l'endroit où elle s'est fixée. On a une phase de maturation, donc cette structure va devenir une structure tridimensionnelle dans laquelle vous aurez des espaces, des canaux qui vont permettre aux fluides, aux liquides de pouvoir traverser le biofilm, qui vont bien sûr permettre d'alimenter ce biofilm, mais aussi d'extraire ses déchets. Donc c'est vraiment une structure dynamique, c'est comme une ville avec des routes, des autoroutes, des accès, des entrées, des sorties. Donc c'est vraiment une dynamique microbiologique importante. Dans une phase de maturité, après la phase de maturité, on arrive à la phase de dispersion, où vous avez donc les micro-organismes qui sont trop nombreux, qui vont discuter entre eux et dire voilà, il faut relarguer certaines parties du biofilm ou certains occupants du biofilm pour pouvoir aller contaminer d'autres endroits dans le process. Donc c'est une phase d'expansion et nous revenons donc à l'étape première du biofilm. Je vais présenter quelques études scientifiques parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de recherches sur le biofilm qui sont faites au niveau des universités et des centres de recherche. Et la conclusion de cette étude, par exemple, est de dire que quand vous avez un biofilm qui est en place, et dans ce cas-ci, ils ont étudié soit la listeria, soit des staphylocoques, soit des pseudomonas. Donc, quand un biofilm est installé, même si vous appliquez un process de désinfection, dans ce cas-ci, donc, il était appliqué du chlore à soit de 0 ppm, donc ça c'est le témoin, soit 200 ppm, ce qui est un dosage classique, 500 ou 1000 ppm. Vous voyez que même avec 1000 ppm, qui est un dosage extrême, on n'arrive pas à éradiquer plus de 2 logs de la contamination. Donc ça veut dire que le chlore, qui est un désinfectant connu pour son efficacité et surtout pour son spectre très large, n'est pas efficace contre les biofilms parce qu'il ne permet pas de dégrader la protection. Si vous appliquez, ne fût-ce que dans ce cas-ci, 10 ppm de chlore sur des bactéries libres, donc sous forme planctonique, non organisées dans un biofilm, 10 ppm sont suffisants en 30 secondes pour dégrader et tuer ces bactéries. Ça, c'est une première étude. Une seconde étude qui est importante parce qu'elle permet de comprendre pourquoi, dans certains cas, vous avez vos contrôles qualité qui sont positifs, qui ne montrent pas de dérive, et vous voyez quand même un problème sur vos produits finis, vous avez des plaintes ou des réclamations. Dans ce cas-ci, on parle en fait de bactéries viables mais non cultivables. Cela veut dire que, cultivables, pardon. Ça veut dire que ces bactéries sont au sein du biofilm dans un mode stress, elles sont stressées, et elles vont avoir besoin de plus de temps
ou de milieux spécifiques pour pouvoir se redévelopper. Cela veut dire que si vous extrayez des bactéries ou des micro-organismes d'un biofilm, que vous les mettez en culture par des méthodes classiques, vous ne les verrez pas, parce qu'elles ne vont pas se développer. Elles ne vont pas former une colonie que vous pourrez voir visuellement. Ça veut dire que vous pouvez peut-être passer à côté de toute une série de germes qui sont présents et vivants dans le biofilm et dans vos installations, mais que vous ne pouvez pas mettre en évidence par des méthodes classiques de culture. Et on estime que 90-90% des bactéries dans le monde alimentaire ne sont pas visibles par des méthodes classiques de culture. D'autres articles scientifiques expliquent que les ammoniums ne couvrent pas tous les germes. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup d'articles. La littérature scientifique est extrêmement présente et prolixe par rapport à cette thématique du biofilm, de la résistance des biofilms aux méthodes classiques de nettoyage et de désinfection. Quels sont les symptômes d'une contamination biofilm? Donc, quels sont les symptômes qui doivent vous alerter quand vous les vivez, de dire, voilà, j'ai une perte de maîtrise, peut-être j'ai un biofilm. Évidemment, dans tous les cas, il n'y a pas symptôme égale biofilm. Hein. Ça veut dire qu'un symptôme doit vous alerter et vous dire, OK, je dois chercher à mieux comprendre ce qui se passe. En cas de toxi-infection alimentaire, donc si vous avez des toxi-infections, soit en cas de crise, soit dans le cadre d'un germe qui est mis en évidence et qui est un germe qui vous alerte dans le cadre d'une cuisine collective. Voilà, ça, c'est un symptôme classique de la présence d'un biofilm dans la restauration collective, cuisine centrale ou atelier. Des lots de production déficients. Donc, vous avez certains batchs de production, certains lots, certains repas qui sont non conformes et ce n'est pas récurrent, c'est ponctuel. La réduction de la DLC, donc la date limite de consommation. Vous avez des standards que vous n'arrivez pas à respecter. Rappel de produits. Donc, vous avez des produits qui malheureusement sont arrivés sur le marché et des consommateurs renvoient ou vous devez rappeler ces produits parce qu'ils ont été testés comme non conformes. Les tendances microbiologiques qui ne sont pas stables. Donc, vous avez des pics de contamination. Vous restez dans les spécifications attendues, mais vous voyez que ces contaminations montent, diminuent en fonction du temps, sans raison ou sans lien avec un batch, par exemple, de matières premières qui n'est pas de bonne qualité. Non-conformité récurrente, donc vous avez, vous, au niveau de votre service, votre suivi de qualité, des non-conformités par rapport à la texture, par rapport à la qualité organoleptique ou autre. Réduction de la capacité de production. Dans certains cas, en industrie agroalimentaire, le développement d'un biofilm va impacter négativement les capacités de production dans un échangeur thermique, par exemple, ou dans des installations de filtration membranaire. Problème organoleptique. Donc, dans certains cas, sans avoir un impact sur la santé, dans le monde, par exemple, des yaourts, vous pouvez très bien avoir une contamination croisée entre deux recettes, avec un ferment A qui se retrouve dans un produit B, et il y a une compétition, et la qualité organoleptique du produit, au niveau de la texture, du visuel, par exemple, peut être déficiente. Stress test positif, donc vous appliquez certains stress, test à vos produits et vous voyez que le produit n'évolue pas correctement. Retour de marché, les plaintes clients, ça c'est une information très intéressante parce que ça veut dire que votre système qualité ne permet pas de voir la présence d'un biofilm, mais vous avez des produits ou des clients qui sont non conformes et on vous informe de cette information. Ça veut dire par exemple que vous avez un germe qui est stressé, qui ne se développe pas dans votre système de qualité et une fois chez le client, dans des conditions différentes de température ou d'incubation, le produit dérive. Les finish good losses, donc là on suit donc les pertes donc, au niveau alimentaire ou production. Et vous avez la métagénétique, donc la métagénétique ou toute autre analyse microbiologique qui montre une dérive et la prédominance d'un germe particulier dans une flore d'un produit qui est censé montrer quelques germes, mais pas de germes en abondance. Cela veut dire que ce germe se développe de façon, il est protégé ou il est dans les bonnes conditions pour se développer et il prend la place sur les autres germes. Les conséquences, il y a bien sûr un risque sanitaire, il y a des pertes économiques
il y a une diminution de la qualité des produits finis, diminution de la productivité, résistance bactérienne à la désinfection et corrosion. Donc ça, c'est toute une série de conséquences liées à l'impact qu'un biofilm peut avoir au niveau donc soit de l'agroalimentaire, soit de la restauration collective. Un petit sondage pour voir si vous écoutez bien et voir si vous avez déjà rencontré cette problématique dans vos équipements. Donc, voilà, le sondage est lancé. J'espère que vous le voyez et que vous arrivez à répondre. Voilà, les premières réponses arrivent. Donc, cela fonctionne. Donc, les questions, c'est: avez-vous déjà connu un problème de contamination? Avez-vous su gérer ou régler ce problème en interne? Et la troisième question: est-ce que votre problème de contamination a été solutionné? Donc, voilà, vous semblez avoir déjà vu, il y a plus de personnes qui ont déjà connu un problème de contamination. Avez-vous réussi à le gérer en interne ou via une société externe? Donc là, interne ou société externe, c'est équivalent. Par contre, non applicable. Ça veut dire que ça ne correspond pas à vos... OK. Est-ce que ce problème de contamination a été solutionné? Je ne vois pas, donc c'est OK. Très bien. Merci pour la réponse à ces questions. Je reprends donc la présentation. Détection et localisation des biofilms. Les méthodes que nous utilisons et que nous recommandons, ce sont des méthodes qui... donc Realco est active dans la gestion des biofilms depuis une quinzaine d'années. Et voilà, nous avons sélectionné toute une série de méthodes qui nous permettent, nous, de confirmer que c'est bien une problématique de biofilm qui est liée aux contaminations qu'un industriel peut rencontrer. C'est important pour nous de faire la différence entre une contamination liée à un biofilm ou une contamination qui est liée au process et une perte de maîtrise qui n'est pas forcément liée à un biofilm. Si vous avez une matière première qui rentre dans le process et qui se retrouve dans le produit fini, ça ne veut pas forcément dire que cette matière première a généré un biofilm dans l'outil de production. Donc, au niveau de la détection, donc vous verrez que la première ligne, c'est les surfaces ouvertes et la deuxième ligne, c'est en circuit fermé. Donc, en industrie agroalimentaire, on fait vraiment la différence entre circuit fermé et surface ouverte. En restauration collective, on est plus dans des surfaces ouvertes. Au niveau de la détection, au niveau de l'activité du biofilm, nous utilisons l'ATP-métrie de seconde génération, qui est une ATP-métrie un peu particulière, dans le sens où elle est plus sensible que l'ATP-métrie classique, qui sert surtout à qualifier l'efficacité d'un nettoyage. Nous utilisons un spectrophotomètre qui est 1000 fois plus sensible qu'un spectrophotomètre classique, et également différent dans le sens où on va se focaliser sur les bactéries, donc l'ATP bactérien, et pas l'ATP libre. Donc, une fois qu'une cellule a libéré son ATP, il devient libre, il n'est plus lié à l'ATP de la bactérie, donc il n'est plus cellulaire, et cet ATP n'est pas symptomatique, on va dire, d'une bactérie vivante. Donc, nous, on va retirer l'ATP libre, on va uniquement se focaliser sur l'ATP bactérien, et ça va nous permettre d'évaluer, de donner une estimation du nombre de germes sur une surface ou dans un volume. Donc, ça nous permet, par exemple, si on met en évidence une contamination via la technique de coloration, que je vous expliquerai par après, on peut prendre un échantillon et on peut quantifier, évaluer en tout cas le nombre de germes à cet endroit et dire, regardez, là, il y a vraiment une perte de maîtrise parce que nous avons une contamination importante. Idem dans un liquide, si on arrive à libérer le biofilm grâce à une action enzymatique, on aura une quantité de germes importante, on va pouvoir dire, regardez, avant, après, donc quand on met les enzymes, on libère le biofilm, on extrait des germes et cette quantité est significative. Au niveau de la localisation, on peut également utiliser le Biofilm Detection Kit que je vous présenterai juste après, qui va permettre de localiser, colorer spécifiquement la contamination biofilm. Au niveau de la caractérisation, on a un premier milieu de culture qui est le Slime Bar Test, qui est un milieu de culture favorable aux germes
formant biofilm. Donc on peut très bien prélever une surface ou un circuit, un liquide dans un circuit, et le mettre en incubation et voir si on a bien des germes qui forment ou qui se développent en biofilm. Espèce et genre, pas gendre, désolé. Donc c'est la métagénétique. Donc la métagénétique est une analyse de l'ADN. Donc ça veut dire qu'on va extraire des germes d'une surface ou d'une solution et on va les analyser sur leur ADN et ça va nous permettre de montrer clairement quel type de germes en espèces et en genre et en espèces, quels types de germes sont présents dans un environnement. Est-ce que l'on a des germes biofilmogènes? Est-ce que nous avons des altérants? Est-ce que nous avons des pathogènes? Donc ça va nous aider à qualifier le type de germes qui sont présents dans un environnement. Au niveau des traitements, donc nous avons un traitement curatif quand il y a une crise ou un traitement préventif pour éviter une crise ou qui s'applique après une crise. Au niveau du monitoring, un bon moyen d'évaluer la réapparition, ou en tout cas l'évolution du biofilm, c'est les tendances microbiologiques. Encore plus si on arrive à évaluer un germe particulier qui a été mis en évidence dans un audit. Donc on fait l'audit, on évalue le type de germe présent dans un environnement et on peut tracer ce germe pour voir s'il réapparaît ou s'il se développe ou s'il est sous contrôle. Je vais vous présenter le Biofilm Detection Kit. Donc ça, c'est un outil qui a été développé et qui est breveté par Realco, qui a l'objectif de localiser dans un environnement en surface ouverte un biofilm. C'est intéressant parce que vous voyez qu'il y a deux réactifs. Donc c'est-à-dire que le diagnostic se fait en deux étapes. Vous avez une première étape qui vise à évaluer la qualité du nettoyage. Donc, c'est le diagnostic. On applique le premier réactif. On voit si ce réactif se fixe sur la surface grâce à des résidus qui sont présents. S'il n'y a rien, le premier diagnostic sera au niveau 1 de l'échelle colorimétrique de bleu. On n'a aucun résidu, tout va bien. Nous avons une bonne maîtrise du nettoyage. Si il est présent, donc si le bleu est plus marqué, vous voyez que ça peut être un nettoyage satisfaisant ou un nettoyage non satisfaisant. Lors de la deuxième étape, on applique le deuxième réactif. Et là, on vérifie que si la coloration s'en va ou reste présente. Si la coloration s'en va grâce au réactif 2, cela montre que ce n'est pas du biofilm, mais c'est surtout des résidus organiques tenaces, comme la graisse, comme l'amidon, comme les protéines dénaturées par un choc thermique ou une agression alcaline. Donc ça, ce sont des résidus tenaces qui ne sont pas bien gérés par les méthodes classiques de nettoyage. Si tout s'en va, c'est essentiellement de l'organique. Si la coloration reste, cela veut dire qu'on a aussi du biofilm et ces fameuses protections de la matrice donc du biofilm produites par les bactéries. Donc ce diagnostic permet de faire l'évaluation du nettoyage et la présence du biofilm en une seule étape et ça prend une dizaine de minutes par point de contrôle. Pour éliminer donc, les biofilms, chez Realco, nous avons développé une méthode enzymatique qui est spécifique aux protections que créent les bactéries. Donc ce n'est pas un produit de nettoyage enzymatique, c'est un produit de traitement des biofilms qui va avoir pour objectif de dégrader cette protection des biofilms et de libérer les bactéries et de pouvoir y avoir accès lors d'une désinfection. Donc c'est toujours un process en deux étapes. Un, on applique le traitement enzymatique pour dégrader la protection et ensuite on applique une désinfection efficace qui peut être faite via différents types de biocides comme soit de l'acide peracétique, soit du peroxyde d'hydrogène, soit du chlore. On préférera toujours des molécules oxydantes parce qu'elles ont la capacité d'avoir un large spectre, tant pour les bactéries que pour les spores, par exemple. Donc ça, c'est important. Si on sait que l'on a des germes capables de former des spores, il est important d'atteindre le niveau de sporicidie du désinfectant utilisé afin de s'assurer que ces spores ne vont pas redevenir des bactéries actives. Donc, toujours un process en deux étapes, nettoyage, traitement donc, du biofilm et sa protection, ensuite désinfection renforcée. Si vous vous rappelez le schéma donc, de l'étape d'adhésion jusqu'à la dispersion, donc, nous voyons dans la partie supérieure du graphe la maturation du biofilm, donc les 4 étapes, et le temps.
Vous voyez une zone verte et une zone bleue. La zone verte, c'est une zone de tolérance où, en tout cas, tout se passe bien. Le biofilm est présent ou commence à grandir, mais n'impacte pas à ce jour la qualité. Et dès que nous franchissons donc l'indicateur, donc la présence du biofilm commence à être relarguée, donc il est visible dans le process au niveau des produits finis. Donc on voit qu'on a là une perte de maîtrise et on a un risque élevé de contamination des produits finis. Donc si on est dans une phase, la phase 4, donc de dispersion, donc dans le schéma du dessous, on va appliquer un process de traitement curatif. Donc on va éradiquer le biofilm, désinfecter complètement l'espace de production et revenir à un niveau zéro. Malheureusement, on ne peut pas empêcher ce biofilm de réintégrer l'équipement. Donc, il va se redévelopper, il va regrandir. Parce qu'on ne travaille pas dans un milieu stérile, en espace agro ou en restauration collective. Donc, ce biofilm, il va se redévelopper et on va appliquer à fréquence régulière, ça peut être hebdomadaire, mensuel, en fonction de l'application, un process préventif qui va éviter à ce biofilm de se développer et éviter en tout cas d'atteindre la phase de dispersion et de rentrer à nouveau dans la zone de risque dans laquelle on peut avoir une contamination au niveau des produits finis. Donc c'est vraiment, soit on a une crise, on applique un process curatif, soit on n'est pas en crise, mais on veut augmenter la qualité et on démarre par un traitement préventif pour éviter au biofilm d'atteindre cette phase critique de maturation et de dispersion. Donc ce process, c'est le Biofilm Free Programme qui permet d'éviter de rentrer en zone de risque. Au niveau des solutions, donc vous avez des produits curatifs, des produits préventifs, produits moussants ou non moussants en fonction des surfaces. Donc ici, c'est la gamme moussante. Ici, c'est la gamme non moussante pour les circuits. Je ne m'étendrai pas sur ces produits. N'hésitez pas à nous revenir si vous avez des questions. Donc, je terminerai cette première partie, enfin cette présentation, pardon, avant de vous laisser la possibilité de poser des questions, par deux cas concrets. Le premier cas concret, c'est dans l'industrie agroalimentaire et dans les boissons. Donc, nous avons ici un producteur de boissons aromatisées qui nous a contactés parce qu'il avait des soucis d'apparition de germes, en tout cas de flocs macroscopiques dans ses boissons après quelques jours qui n'étaient pas visibles dans son process de qualité. Donc, il y a eu des plaintes clients, des rappels produits suite à cette plainte, où on a identifié que de fait, le produit présentait des flocs macroscopiques après quelques jours, quelques semaines de présence sur le marché. Donc, dans des conditions d'incubation différentes de celles du laboratoire. Et ça, c'est important de se rendre compte que les conditions d'incubation d'un produit sur le marché peuvent être différentes des conditions d'incubation au niveau du contrôle qualité. Donc, il nous appelle, on dit voilà, je n'arrive pas à gérer ça, je veux mieux comprendre mon process, mieux comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est un biofilm? Et si oui, où est-il localisé? Donc, nous avons investigué l'ensemble de la ligne vraiment en la séparant en 15 boucles, 16 boucles, pardon. Donc, vous avez ici de 1 à 16 des prélèvements par ATP-métrie de seconde génération dans les 16 boucles. Et vous voyez qu'au niveau des résultats, quand on fait circuler la solution enzymatique, donc c'est le T1, donc c'est T0 plus 60 minutes de circulation, la ligne bleue, ça c'est la limite acceptable de contamination. Et vous voyez que certains équipements, 8, 9, 10, sont des équipements, et le 13 également, sont des équipements pour lesquels on voit que T0, donc c'est l'eau initiale qui est testée, et T1, c'est l'eau après 1 heure, on voit que ce T1 est augmenté. Et dans le cas de l'équipement 9 et 10, vous avez une croissance donc non négligeable de 4 logs de contamination, ce qui est symptomatique d'une contamination dans un espace, dans un endroit limité. Il faut savoir que ce process s'applique après un nettoyage et une désinfection. Donc, si on arrive à extraire des bactéries vivantes d'un système après nettoyage et désinfection, cela montre soit que le process de nettoyage est inefficace, soit le process de nettoyage, il y a un biofilm et ce biofilm résiste au process de nettoyage qui, lui, est efficace contre des germes isolés, donc des germes planctoniques, mais pas contre des germes organisés en biofilm. Donc, solution, donc identification et localisation du biofilm, mise en place d'un plan préventif pour éviter que cette situation ne dérive et retour à la conformité microbiologique et plus de rappels et de plaintes produits pour ce client.
Deuxième cas, dans la restauration collective, donc en cuisine professionnelle. Donc, le client nous contacte parce qu'il y a des résidus, parce qu'il y a une microbiologie qui n'est pas, des tendances qui ne sont pas constantes, avec des pics de contamination. Et donc, nous faisons une évaluation, nous faisons un audit. Et donc, nous appliquons donc, la coloration via le Biofilm Detection Kit. Et vous voyez ici les niveaux d'intensité du bleu. Donc, cette intensité commence à 1. Et ici, vous avez certains endroits où l'intensité est de 7, donc ce qui montre vraiment une perte de maîtrise en termes de nettoyage. Nous appliquons un traitement préventif et vous voyez les résultats 6 mois plus tard. Vous voyez que l'intensité de la coloration sur l'ensemble des points de contrôle est diminuée. Cela montre que le nettoyage enzymatique préventif permet de gérer des résidus qui ne sont plus présents, en tout cas permet d'abaisser la présence de résidus qui ne sont plus présents sur les surfaces. Et qui dit nettoyage efficace, dit désinfection efficace. Donc, si vous avez beaucoup de résidus sur une surface et que vous appliquez une désinfection, cette désinfection qui n'est pas sélective entre les micro-organismes et les résidus organiques va diminuer d'efficacité parce qu'une partie de la désinfection sera appliquée sur les résidus organiques qui vont neutraliser le pouvoir du désinfectant. Donc, dans ce cas-ci, un meilleur nettoyage, et cela implique une meilleure désinfection et une meilleure gestion de la qualité microbiologique donc des surfaces. Voilà pour ce second cas en restauration collective. Avant de passer aux conclusions, si vous avez des questions, c'est le bon moment. Donc, je vous laisse écrire tout ça et on va essayer de répondre pendant une dizaine de minutes à ces questions. Donc, je me tourne vers la collègue pour voir si elle voit des questions. Il n'y a pas de questions. Aurais-je été clair? Je vous laisse encore quelques instants pour pouvoir poser vos questions, si vous en avez. Donc, via le chat, hein, si vous le voyez. Alors, une question, peut-on retrouver des virus au sein d'un biofilm? Évidemment, les virus, c'est pas, donc les virus peuvent se retrouver au sein de biofilms et peuvent être très bien protégés au sein d'un biofilm. Et je dirais même que si ce virus trouve dans ce biofilm son hôte spécifique, puisqu'un virus est toujours spécifique d'une bactérie. Donc, si ce virus trouve son hôte spécifique dans le biofilm, il va se développer et va être en très bonnes conditions pour pouvoir grandir. Donc, oui, les virus peuvent être soit attrapés par un biofilm parce qu'un biofilm est une sorte d'éponge et être sous la protection d'un biofilm, ou peuvent même se développer au sein du biofilm s'ils ont bien le micro-organisme hôte qui permet le développement de ce virus, vu que les virus ne se développent pas par eux-mêmes. Deuxième question, le kit de détection ne permet que la détection, comme son nom l'indique, ou la caractérisation. Donc, très bonne question. Le kit de détection est là pour détecter les biofilms et caractériser la présence d'un biofilm. Il ne va pas faire de différence entre les différents types de biofilms ou les différents types de micro-organismes qui sont à l'intérieur de ce biofilm. Oui, le biofilm permet de détecter les biofilms par la présence donc, de la matrice qu'il crée, mais il ne permet pas de caractériser le biofilm. Pour faire cela, il vaut mieux passer par soit de la microbiologie classique ou de la métagénétique que nous vous recommandons parce que la métagénétique fait fi des incapacités de certains germes de se développer si on ne les met pas dans les conditions spécifiques, vu qu'ils sont sous stress dans le cadre du biofilm. Donc, voilà, la caractérisation, ce n'est pas via le biofilm détection. Tout ça fait partie du métier de l'AFSCA. L'AFSCA est un organisme de contrôle. Je ne vois pas dans quel est le métier de l'AFSCA. Nous, ici, on propose donc des solutions pour
en cas de dérive ou en cas de perte de maîtrise, vous permettre de récupérer la maîtrise de vos équipements. On n'est pas un organisme de contrôle et on n'a aucune relation avec l'AFSCA. Donc, c'est deux choses qui me semblent personnellement différentes. Combien de temps un biofilm peut-il survivre s'il n'y a plus d'apport nutritif à sa disposition? C'est une question intéressante et il a été démontré dans pas mal d'études que des germes peuvent résister extrêmement longtemps, même en cas d'absence d'éléments nutritifs comme de l'eau. Les germes ont besoin, par exemple, d'eau, de conditions d'eau pour se développer. Et il y a des cas, par exemple, industriels sur la poudre de lait qui a montré qu'il y avait eu une contamination quasi une dizaine d'années avant une seconde contamination avec le même type de germe. Et ce germe est réapparu dans le process suite à des travaux ou des rénovations. Donc, il est extrêmement important de comprendre que des germes peuvent être en dormance, peuvent être en attente de retrouver des bonnes conditions. Et je ne parle pas ici uniquement des spores, je parle aussi de cette capacité de certains germes à se mettre en dormance, en tout cas en activité métabolique extrêmement réduite. Et une fois qu'ils retrouvent des bonnes conditions, et cela peut être plusieurs années après, se redévelopper dans les cas extrêmes. Donc, oui, les germes peuvent attendre, soit en formant des spores, soit en étant en dormance. Je vais terminer pour respecter le timing, mais merci pour ces questions, en tout cas, qui montrent bien que ce sujet est intéressant pour vous. J'arrive maintenant donc au message à retenir donc, de cette présentation. Donc, les biofilms peuvent être partout dans le process, tant en amont de la désinfection ou de la pasteurisation dans une industrie agroalimentaire qu'en aval, où ils peuvent être dans les zones chaudes, dans les zones froides, dans les espaces réservés dédiés aux légumes, dans les espaces, partout, les biofilms peuvent se développer. Et vous allez par les conditions de stockage, donc dans les conditions environnementales, vous allez sélectionner certains germes par rapport à d'autres germes qui ne se développeront pas par rapport, par exemple, à la température. Vous avez des germes qui se développent très bien dans des températures supérieures à 50 degrés, d'autres qui vont se développer même dans des conditions proches de 0 degré, voire plus bas. Certains germes continuent à se développer, il faut savoir, dans des températures très basses. Certains germes peuvent poser donc des problèmes de qualité et de sécurité, que ce soit des germes altérants ou pathogènes, ils peuvent être présents et avoir un impact donc, sur la qualité ou la sécurité. Certains germes ne sont pas détectés par les traitements classiques et ne sont pas gérés par les nettoyages classiques. C'est important de savoir que les nettoyages classiques ne permettent pas de gérer tous les biofilms et certains vont continuer à se développer malgré des process bien faits de nettoyage et de désinfection. Vous pouvez néanmoins gérer cette problématique via un plan de monitoring adapté et adéquat. Je vais parler de techniques de localisation, je vous ai parlé de la métagénétique qui permet de voir l'ensemble des germes présents dans un environnement. Ça permet de pouvoir faire un monitoring. Des méthodes de détection spécifiques, donc je vous ai présenté la coloration. On a aussi des techniques spécifiques en circuit. Nous utilisons également une technologie via la lampe UV qui permet de mettre en évidence des contaminations en surface ouverte. Donc, avec des détections spécifiques, on arrive à mettre en évidence et cultiver des germes qui sont présents dans un biofilm. Un nettoyage enzymatique périodique va prévenir la réapparition d'un biofilm s'il est bien appliqué. Je terminerai par une petite slide pour dire qui nous sommes. Donc, Realco est une société localisée en Belgique qui développe et commercialise des solutions à base d'enzymes. Donc, ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Les enzymes permettent de faire du nettoyage ou du traitement de biofilm dans ce cas présent. Donc, créé en 68, donc ça fait une trentaine d'années dans l'hygiène. Et voilà, nous sommes experts en maîtrise d'hygiène au niveau des installations et des équipements qui permet la gestion de l'hygiène jusqu'à la décontamination et la prévention des risques en termes de qualité ou de santé. Et voilà, c'est une technologie qui est présente aux quatre coins du monde. Nous sommes présents donc, bien sûr en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique du Sud. Enfin, voilà, on voyage à travers le monde pour
présenter nos solutions. Je vous remercie pour votre attention et comme il me reste quelques minutes, je vais continuer à répondre aux questions qui sont posées. Donc, en cas de travaux, quelle technique utilisez-vous pour localiser une contamination? Ce n'est pas évident de localiser une contamination en amont des travaux. Par contre, ce que l'on vous conseille, c'est après les travaux, avant la reprise de la production, de faire un traitement curatif dans ce cas-ci, afin de vous assurer que tout germe et tout fragment de biofilm qui a pu être libéré dans le cadre des travaux sera géré. Donc, localiser, ce n'est pas facile, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des espaces qui sont inaccessibles et dans le cas du cas industriel que je vous ai présenté, c'est vraiment, voilà, il y a une cloison qui a été abattue, il y a une modification structurelle de l'espace qui a été fait, et ça a permis la libération d'un germe qui était en dormance et en attente. Donc, localiser avant travaux, c'est compliqué. Par contre, après travaux, remise en état, remise en conformité, ça c'est vraiment une recommandation que nous avons dans la restauration collective également, quand vous avez un passage entre un rachat, on va dire, d'une cuisine ou d'un atelier, remettez en conformité, assurez-vous que cela se passe bien, vous ne savez pas ce qui s'est passé avant, donc ça vaut la peine de faire une remise à blanc complète et via la caractérisation, on va pouvoir évaluer si cette remise à blanc est correcte. Donc on va pouvoir appliquer le bleu, on va pouvoir appliquer la lampe UV pour voir si l'environnement de production est absent de biofilm. Entre deux traitements détection, combien de temps peut-on attendre? Donc, entre deux traitements, donc la capacité de redéploiement ou de redéveloppement d'un biofilm dépend de beaucoup de caractères, de propriétés. Ça peut être bien sûr légèrement présent, ça peut être la température de développement ou en tout cas le milieu ambiant. Ça peut être le process de nettoyage et de désinfection également. Donc si vous faites un nettoyage en une phase, nettoyage-désinfection, avec un ammonium quaternaire, ou si vous faites un process 7 phases avec un pré-lavage, un lavage, une désinfection chimique avec un acide peracitique par exemple, c'est une autre histoire. Donc, on ne peut pas définir le nombre, la fréquence et la capacité du biofilm à se redévelopper. Je dirais aussi, par exemple, si on est dans l'agroalimentaire, un liquide comme le lait qui est chargé en micro-organismes ou de l'eau qui a été purifiée par osmose inverse, va avoir une charge microbiologique différente. Donc, voilà, il y a trop de paramètres qui permettent de dire, voilà, c'est de définir une fréquence standard. Par contre, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de trouver le bon traceur qui permette de dire, ah, je suis mon biofilm que j'ai caractérisé et qui contient beaucoup de pseudomonas, par exemple. Dans mes contrôles, je vois que le pseudomonas, dans mes contrôles de routine, je vois que le pseudomonas commence à revenir. Il est temps de refaire un traitement préventif. Donc ça, on peut définir comme cela les fréquences d'application des process préventifs. Donc là, on peut en discuter en fonction du cas. Donc si on est en restauration collective ou en industrie agroalimentaire, ça va être fort différent. Ça peut être hebdomadaire, comme ça peut être 2 fois par an. Je ne peux pas répondre plus précisément. À quelle fréquence effectuer des prélèvements de surface en surveillance? Mais donc, en surveillance, vous avez donc des recommandations qui sont faites dans le cadre des guides ou dans le cadre de vos process, de vos procédures validées par vos sociétés. Donc, ici, en surveillance, là, on est dans un métier de qualité, de surveillance de la qualité. Les méthodes de détection des biofilms sont différentes, vont utiliser peut-être d'autres milieux de culture ou d'autres techniques. Donc, elles viennent en plus des inspections de routine que vous pouvez faire. Et nous, le biofilm, on conseille de le vérifier de façon mensuelle, par exemple, afin de voir si le biofilm, via le bleu, par exemple, le biofilm se réinstalle dans un équipement. Lors de l'audit, on va définir des points critiques que l'on sait être critiques par expérience ou parce qu'on a validé qu'il y avait bien une contamination à ces endroits. Et ça vaut vraiment la peine, une fois par mois par exemple, de checker ces points critiques avec le bleu pour voir si le bleu se réinstalle dans ces espaces ou dans ces endroits que l'on a confirmés comme étant critiques pour le biofilm. Toutes les surfaces sont-elles favorables au développement d'un biofilm?
Toutes les surfaces sont différemment favorables au niveau du développement d'un biofilm. On sait que certains germes, par exemple, vont faciliter, vont plus facilement adhérer à des surfaces en fonction de ce type de surface. L'inox ou le plastique, c'est différent, bien sûr. Je dirais que l'inox, quand c'est un inox de bonne qualité qui a, par exemple, été travaillé afin d'avoir une structure très, très fine qui est plus fine que la taille d'un germe, par exemple, voilà, on a une surface qui est travaillée et qui est peu propice au développement des biofilms. Malheureusement, ça ne va pas empêcher le biofilm d'adhérer à la surface parce qu'on n'aura pas forcément un nettoyage toujours complètement efficace. Il peut y avoir adhérence de résidus qui vont faciliter l'attachement des biofilms. Mais je dirais quand même que les plastiques ou les surfaces qui sont abîmées avec des stries, des planches de travail, ça, c'est des endroits propices au développement des biofilms puisque ceux-ci vont pouvoir s'insérer dans la porosité ou les micro-fissures de la surface et se développer. On va donner le temps à ces bactéries de se développer et de produire la protection organique. Et une fois que c'est fait, le désinfectant n'a plus la capacité de tuer ces germes. Donc, les surfaces impactent différemment, bien sûr, le développement biofilm. Mais il y a pas mal d'études. Si ça vous intéresse, on peut vous communiquer ça. Des études qui montrent que les surfaces impactent différemment l'attachement des bactéries ou même des spores. Voilà, nous avons terminé avec ce webinaire. J'espère que vous avez appris des choses. C'était surtout l'objectif de cette présentation, de vous informer sur les risques liés à la présence d'un biofilm dans un équipement, qu'il soit agroalimentaire ou en restauration collective, en atelier. Le biofilm, il se développe partout, hein, donc que ce soit même dans le monde médical, vous avez beaucoup de biofilms présents et ça a des impacts sérieux sur la santé. On vous remercie tous pour cet événement. Je remercie également l'équipe qui a organisé ce webinaire et j'espère vous retrouver bientôt, très bientôt, dans des conditions différentes où on pourra à nouveau se rencontrer et se voir de vive voix. Merci à vous, bonne journée et à très bientôt.